On va se présenter. Alors, du coup, moi, je me présenterai rapidement. Je pense qu'il y en a pas mal qui me connaissent. Victor, moi, je suis product manager chez L'Oréal. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis chez L'Oréal. Avant, je faisais du conseil en organisation, beaucoup sur les sujets de product management, d'agilité. Donc là, j'en fais évidemment aujourd'hui. Je partage pas mal de contenu sur LinkedIn. Voilà, j'imagine peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu passer mon profil quelque part, ma tête quelque part. Et du coup, tout récemment, je lance ma newsletter. Donc, je vous la partage dans les commentaires là. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et donc, ouais, je trouve que c'est sympa de parler de technologie, d'échanger, de vulgariser les sujets. C'est important. Et pour le coup, s'il y a bien un sujet dont on entend beaucoup parler et on n'a pas tant de vulgarisation que ça, c'est bien ChatGPT. Donc, j'avais envie qu'on en parle un petit peu. Et donc, j'ai fait venir un expert, un collègue à moi, Benjamin. Du coup, Benjamin, je te laisse te présenter. Ouais, donc Benjamin Breton, moi je suis senior data scientist chez L'Oréal, ça fait 3 ans que j'y suis et avant j'étais freelance pendant plusieurs années. Et donc j'ai un peu l'habitude de travailler sur ce sujet, traitement du langage naturel ou NLP. Donc voilà, et donc, je suis très heureux d'être là pour en discuter avec toi, Victor. Ouais, très cool. Peut-être est-ce que tu peux, je sais pas si tout le monde est parfaitement familier, est-ce que c'est un data scientist, est-ce que tu peux juste expliquer un petit peu ce que c'est, au cas où tu as des gens qui sont peut-être product manager ou peut-être juste qui sont curieux sur le sujet, est-ce que tu peux dire ce que c'est vite fait? Ouais, en gros, c'est des gens qui arrivent à utiliser de la donnée, donc il y a beaucoup de données en entreprise souvent. Elle n'est pas toujours utilisée à son potentiel. Souvent, ça peut être de la donnée client, ça peut être pouvoir mieux connaître ses clients, ça peut être détecter des patterns qui ne marchent pas, est-ce qu'il y a des fraudes, est-ce qu'il y a ce genre de choses. D'accord. Et donc, analyser toute cette donnée automatiquement, c'est le travail d'un data scientist. Ok, d'accord. Donc, il y a de la donnée à droite, à gauche, et en fait, on se dit, on va peut-être l'exploiter pour trouver des choses intéressantes. Et Exactement. donc, le data scientist, il vient donc regarder cette donnée et trouver des choses intelligentes. Ouais. Et il y a Ok. plusieurs use cases, et il y en a chez Oral, mais dans toutes les grosses entreprises qui ont des données chez elles. Trop cool, super clair. Merci beaucoup pour ça. Évidemment, alors t'entends pas très bien, Benjamin, donc il faudra Ouais. peut-être qu'on parle. Je vais parler N'hésite pas à plus parler un fort. tout petit peu plus fort. Ouais, on va ajuster un petit peu le volume, pas de souci. N'hésite pas à parler un tout petit peu plus fort, ouais, bien sûr. Et donc, du coup, on est dans la même salle, c'est pour ça que c'est plus pratique d'avoir un seul micro, mais forcément, oui, on va essayer de bien monter le son. Du coup, super, c'est une très bonne intro, je pense, un peu à la première question que je voulais qu'on aborde sur un peu c'est quoi le machine learning. Alors que je crois qu'on traduit par apprentissage automatique de mémoire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le machine learning? Je vais projeter une petite slide du coup pour illustrer un petit peu, mais voilà, n'hésite pas. Et du coup, si tu peux parler un petit peu fort pour être sûr que vous entendez bien. Alors, le machine learning, en fait, c'est une branche des maths. C'est un ensemble de techniques qui permettent d'apprendre à un modèle, d'apprendre à modéliser ce qui se passe à partir de la donnée directement. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui utilise le machine learning, donc en général le data scientist, il va se dire on va utiliser tel modèle. Par contre, ce n'est pas lui qui va régler le modèle lui-même. On va lui donner des données. Et donc, l'exemple le plus classique, c'est si vous voulez estimer le prix d'un appartement, en général, c'est une constante fois le nombre de mètres carrés. Et donc, soit vous pouvez le faire à la main, soit vous pouvez prendre tout l'historique de ce qui a été vendu dans votre ville depuis 1 an, entraîner un modèle de machine learning qui va du coup vous trouver la courbe qui fait le lien entre le prix de l'appartement et la surface de l'appartement. Donc typiquement, là, je suis dans Paris et je sais qu'il y a des prix au mètre carré, en fait. Et donc, du coup, donc, je sais pas, le prix du mètre carré à Paris, il est de 10 000 euros. Et donc, en fait, je peux faire l'hypothèse que du coup, c'est un peu la courbe qu'on a, alors, qui est un peu différente de la c'est des prix du shampoing. Mais globalement, voilà, j'ai un appart à Paris. Et donc, en fait, s'il fait 300 mètres carrés, je peux faire l'hypothèse qu'en gros, ça va être 300 mètres carrés fois 10 000 euros parce que globalement, le prix, il était à peu près de 10 000 euros par mètre carré. C'est ça. Et donc là, en fait, la décision qu'on a prise, là, c'est qu'on a décidé de modéliser avec ce qu'on appelle une régression linéaire. Donc, c'est-à-dire que le prix, c'est juste une constante plus la surface fois le prix au mètre carré. Donc, pour cette modélisation qui est simple, ça a du sens. Et par contre, ce n'est pas nous qui avons donné l'information du prix au mètre carré. Le prix au mètre carré, il a été appris tout seul, et c'est ça l'apprentissage automatique. Il était appris à partir des données. Ouais, donc en fait, quand on dit il est appris à partir de données, donc en gros, c'est que là, comme vous voyez sur le graphe, en fait, donc, alors le modèle qu'on avait pris, qui est un modèle plus L'Oréal, c'est en gros,
combien de shampoings je vais vendre en fonction du prix du shampoing. Et donc là, en fait, on a un certain nombre de points qui sont un peu l'historique que j'ai. Donc ça, c'est un peu c'est les observations, c'est un peu l'équivalent des appartements à Paris que j'ai vendus par le passé. Et donc en fait, ça, c'est les petits points bleus. Et donc en fait, on voit que les petits points bleus, globalement, ça ressemble un peu à une droite, quoi. C'est ça. Et donc du coup, nous, on a pris la décision de modéliser ça par une droite. Mais par contre, la position de la droite, elle était apprise toute seule à partir des données. Et donc évidemment, plus on a de données, plus c'est précis. Et là, ça marche bien, mais si ça ne suivait pas une droite, on pourrait décider d'utiliser un autre modèle qui serait plus compliqué. D'accord. D'accord. Et alors, là, il y a la notion d'entraîner, de tester. Ouais. Est-ce que tu peux juste expliquer rapidement ce que c'est? Alors du coup, en fait, donc, ce qui nous intéresse, c'est de faire des prédictions. Donc notamment dans cet exemple-là, qui est un problème classique d'élasticité prix, on veut savoir ce qui va se passer si jamais on augmente le prix. On augmente ou on diminue. Et donc du coup, on va tester sur un certain nombre de données, mais on veut voir à quel point le modèle se généraliserait à de nouvelles données. Et donc souvent, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos données historiques, on va les couper en deux, on va entraîner le modèle juste sur un bout des données, et ensuite on va le tester sur un autre bout et on va vérifier que ça fonctionne. Parce que ce qu'on veut à tout prix éviter, c'est un problème qui s'appelle l'overfitting, ou le surapprentissage en français, c'est que le modèle, en fait, apprenne par cœur les points, donc il y a une courbe qui passe par tous les points exactement, mais qui du coup ne généraliserait pas du tout. D'accord, donc, je reprends juste un tout petit peu de recul. Donc en fait, quand on parle de modèle, en fait, ça va juste être, là sur le dessin, le modèle, c'est la ligne rouge, en fait. Donc la ligne rouge, c'est ce qui va nous permettre de dire, du coup, j'ai un prix, enfin ce qui nous permet de passer du prix du shampoing au nombre de shampoings vendus. Donc pour créer ce modèle, pour trouver le bon modèle, la bonne ligne rouge qui passe bien par les points, on voit bien qu'en fait, il faut globalement que du coup déjà, par rapport aux petites croix bleues, il faut que la ligne rouge, elle passe à peu près au centre de ces croix bleues. Donc là, c'est ce que tu dis, c'est la partie entraînement. En fait, on va faire un entraînement comme un sportif. En fait, on va le faire hors conditions réelles. Du coup, on lui file plein de données pour l'entraîner. Et donc là, il va dire, OK, en fonction des croix bleues, je le fais passer au milieu je fais passer ma ligne rouge. Et ensuite, du coup, on fait genre une sorte de match, une sorte de compétition, en fait, donc la partie test. Et là, du coup, on lui file un nouveau point, on lui file du coup un nouveau prix du shampoing et on veut savoir combien ça va coûter. Et on voit globalement ce qu'il nous donne comme résultat. Exactement. Et en fait, la performance du modèle, c'est l'écart entre les points et la ligne. Donc, très clair. Plus les points sont proches de la ligne, plus le modèle est bon. Plus les points sont éloignés, moins le modèle est précis. Et ce qui est important peut-être de préciser à ce stade, c'est que là, quand on est donc sur la petite croix jaune, la petite croix dorée modèle testé, là, en fait, on savait en fait qu'on avait mis le prix du shampoing à tel, pour tel prix du shampoing, on avait vendu tant d'unités. Donc, on savait ça. Là où dans la vraie vie, en fait, on ne le sait pas, justement. Oui, exactement. Ok. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire, tu peux nous refaire le truc juste dans la vraie vie, comment ça fonctionne, donc avec cette ligne rouge, quel modèle? Alors, dans la vraie vie, on entraîne le modèle, on le teste sur un set de données qu'on a gardé à part pour vérifier que ça fonctionnait bien. Et ensuite, après, on peut l'utiliser en live. C'est-à-dire qu'on va, alors ça pourrait être un modèle d'aide à la décision, mais notamment quand vous allez sur n'importe quel site d'agence immobilière et que vous dites, ce qui m'intéresse, c'est un bien à Nantes qui fait entre 80 et 90 mètres carrés avec une terrasse, un jardin, etc. Derrière, c'est toujours une régression linéaire. Donc vous avez, donc c'est pas juste le prix du mètre carré, il y a d'autres options que vous rajoutez, mais en général, c'est une somme. Ok, donc, très clair. Le modèle, quand vous entrez vos informations et vous cliquez sur estimer la valeur du bien, ça fait tourner le modèle, ça rentre les informations et ça regarde où ça se placerait sur la ligne et ça vous renvoie le résultat. Ok, très clair. Alors, merci beaucoup du coup pour l'explication. Donc, c'est ce qu'on voit là, hein. Du coup, c'est assez simple au final. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, ça paraît être des grands mots un peu complexes. En fait, c'est juste on a une ligne rouge et en fait, on essaie d'utiliser cette ligne rouge pour un nouveau prix, trouver le nombre d'unités. Ouais, de manière simplifiée. C'est le modèle le plus simple. Mais ouais. C'est ça l'idée. Alors, ouais, je vois qu'il y en a qui ont eu du mal à se connecter. Alors, je suis désolé, hein, du coup, si c'est le cas, j'ai l'impression qu'il y avait des invitations qui ne marchaient pas. Donc, désolé à vous. J'espère que vous avez pu globalement quand même tous nous rejoindre et que vous allez tous pouvoir passer un bon moment. Normalement, vous n'avez pas raté grand-chose, c'est vraiment le début. Et donc du coup, je suis désolé pour les petits problèmes. Hein, c'est pas des choses que je contrôle parfaitement. Donc, j'enchaîne du coup sur la partie donc machine learning. Donc, on a vu un machine learning. Donc, j'ai plein de données qui me lient en fait le prix du shampoing au nombre d'unités vendues de shampoing. Et donc, en fait, à partir de ça, je vais pouvoir déduire pour
des nouveaux prix de shampoing, combien de shampoing je vais vendre. Donc ça, c'est le machine learning. Et donc, bah, alors, ouais, des choses qui ont été rendues possibles par le machine learning, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Benjamin? D'ailleurs, c'est pas un vrai exemple réel. D'accord, oui. C'était un exemple comme ça. Ouais, donc deux exemples que les gens utilisent tous les jours et qui ont été rendus possibles par le machine learning, c'est les systèmes de recommandation. Donc sur Netflix, par exemple, vous avez un catalogue de plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de films. Je ne sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Et si vous aviez juste un catalogue par ordre alphabétique, vous ne trouveriez pas souvent en fait, des choses qui vous intéressent. Et donc l'idée, c'est que Netflix récupère les données, ils savent ce que vous avez regardé. C'est pour ça que la première fois que vous vous inscrivez, ils vont vous demander si vous êtes intéressé par plusieurs types de films ou de donner des films que vous avez, je ne sais plus ce qu'ils demandent maintenant, mais ou de donner des films que vous avez déjà aimé regarder. D'accord. En fonction de ça, ils font un profil. Donc, ils vont fitter un modèle en fonction de vos goûts à vous. Et ensuite, ils sont capables de calculer la probabilité que vous aimiez un film ou pas. Et donc, ils font le calcul pour tous les films qui sont dans leur catalogue. Et ce qu'ils vous montrent sur la page d'accueil, c'est les choses pour lesquelles la probabilité est la plus forte. D'accord, donc concrètement, ça veut dire, moi j'arrive sur Netflix, je dis j'aime bien les comédies, mais j'aime pas les tragédies. Et donc en fait, Netflix, en fait, il va dire, bah, du coup, ça c'est le profil de Victor. Et ensuite, concrètement, il va avoir un film qui est bien noté en termes de comédie. Donc il va dire la probabilité que Victor aime ça, elle est forte, donc il me le recommande. C'est ça. Le modèle qui est derrière ça s'appelle le filtrage collaboratif. Et c'est comme un filtre, sauf que les paramètres du filtre, en fait, vous ne les réglez pas à la main. Les ingénieurs de Netflix ne le règlent pas à la main non plus. Ils sont appris à partir de, à chaque fois que vous allez regarder une série ou que vous n'allez pas aller jusqu'au bout, que vous allez en démarrer une autre, etc., ça va mettre à jour les filtres, en fait, et ça va permettre à Netflix de vous proposer des contenus qui sont plus pertinents. Et c'est exactement la même chose sur Amazon. D'accord, très bien. Ouais, donc en plus, c'est pas des films, c'est des produits. Ok, donc ouais, il y a un côté un peu dynamique en plus où le truc ajuste au fur et à mesure. Bien sûr. Ok, c'est très clair. Bah, merci beaucoup. Du coup, là c'est vraiment la base, hein, je pense, c'est le machine learning. Globalement, tout ce qui suit, en fait, hein, ça va être des choses qui sont du machine learning, c'est à l'intérieur de ça, de cet univers. Mais donc, c'est important de bien avoir compris au final. Hein, donc, c'est juste, on a une sorte de fonction mathématique plus ou moins complexe. Et cette fonction mathématique, en fait, on lui montre des données du passé et du coup, des données du passé qui sont, du coup, voilà, j'ai tel prix de shampoing et donc ça me permet de vendre tel nombre de shampoings. Donc, ça, cette fonction, ça lui permet de dire, OK, quelle est la bonne manière de lier le prix au nombre d'unités vendues. Et ensuite, globalement, ça va nous permettre de faire plein de choses, du coup, comme recommander des choses donc pour les films et puis également pour les produits. Donc là, c'est vraiment la base. Donc, globalement, ChatGPT, ça a l'air beaucoup plus compliqué, mais en fait, il faut comprendre d'abord ça pour y aller. Ça veut dire aussi que si vous avez un petit peu le début, c'est pas grave, on va y arriver ensuite. La partie un peu technique, elle va commencer là vraiment avec des choses un tout petit peu plus complexes, avec la notion de deep learning. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler du deep learning. C'est un terme qui est pas mal employé aujourd'hui. Donc, ce serait l'apprentissage profond, si on devait le dire. Alors, du coup, est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu c'est quoi le deep learning, c'est quoi la différence entre le machine learning général et le deep learning, Benjamin? En fait, le machine learning, tel qu'on l'a vu avant avec une régression linéaire, il faut imaginer que ça, c'est ce qui va se passer dans un des neurones du deep learning, et que le deep learning, c'est un assemblage de plein de neurones. Et donc, on va avoir une régression linéaire à un endroit. Donc, ce n'est pas exactement une régression linéaire, c'est ce qu'on appelle une régression logistique. C'est-à-dire que ça ne va pas donner un prix, mais ça va donner une valeur qui va être 1 ou 0. D'accord. Et ensuite, le résultat de cette régression logistique va aller dans une deuxième. Et il y en a plein en parallèle qui donnent des infos qui sont les inputs de régression logistique qui sont après. Et il y a plusieurs couches comme ça, ce qu'on appelle des couches de neurones, des layers. Et on en est plusieurs dizaines de millions. Alors, attends, juste du coup, avant de commencer un peu sur le fonctionnement des réseaux neuronaux, je comprends qu'en fait, un deep learning, du coup, c'est à peu près synonyme de réseau neuronal. C'est un réseau de neurones avec plusieurs couches. Alors, est-ce que tu peux juste nous dire pourquoi le machine learning, en fait, est inefficace, pourquoi il a ces défauts-là? Alors, en fait, le machine learning, ça marche sur des tâches qui sont relativement simples, avec des données qui ont en général besoin d'être dans un bon format. C'est-à-dire si on a un prix en entrée et si on a un modèle qui est complètement linéaire, c'est facile en fait. Il suffit on peut calculer un certain nombre de paramètres. Si jamais on a des choses qui sont très, très complexes, par exemple, on a une photo, à partir de la valeur des pixels, oui, des couleurs des pixels, c'est pas juste faire une moyenne de la couleur des pixels, ça ne va pas suffire pour pouvoir détecter que c'est bien vous qui êtes devant l'écran, notamment quand vous déverrouillez votre téléphone ou
ou de reconnaître un chat d'un chien, etc. D'accord. Et donc, l'idée, c'est qu'on va empiler des petites fonctions qui vont chacune découvrir des patterns qui sont très spécifiques, mais en les empilant les unes après les autres, on va être capable de détecter des choses qui sont beaucoup plus complexes. D'accord, donc en gros, quand on était sur un truc assez simple comme en fonction du prix du shampoing, je prédis le nombre d'unités, c'était assez simple. Il y avait en gros un paramètre. Il pourrait y en avoir un peu plus, mais voilà, ça restait assez limité. Par contre, sur une photo, si la question, enfin le truc que vous me disiez, c'est est-ce que la photo, ça représente bien cette personne ou pas? Là, il y a beaucoup plus de paramètres. En gros, ouais, ce que je comprends, c'est que c'est des centaines, des milliers de paramètres potentiellement. Bah, sur une photo qui fait 1 million de pixels, D'accord, il y a ok. 3 millions de paramètres, D'accord, donc ça un fait par beaucoup. couleur. Ok, donc ça fait beaucoup plus. Ouais, donc Ouais. les pixels, hein, je sais pas si pour tout le monde, en fait, c'est une sorte un peu, c'est l'unité élémentaire d'une photo. C'est-à-dire qu'en gros, une photo qui est de très bonne qualité, elle a beaucoup de pixels. Une photo qui est pas de très bonne qualité, elle a peu de pixels. On dit que c'est pixelisé. D'ailleurs, on voit, il y a des espèces de petits cadres, quoi. Et donc, en fait, pour l'analyser, le modèle, il va juste dire que une photo, c'est plein de petits pixels. Et puis, il va dire, tel pixel, il y a telle couleur, tel pixel, il y a telle autre couleur. Et en fait, grâce à ça, il peut recomposer la photo. Mais ce qui veut dire qu'en fait, là, on est plus sur le truc assez simple de j'ai le prix d'un shampoing, j'en déduis le nombre d'unités vendues. Là, en gros, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de pixels. Et puis, du coup, je veux qu'à partir de ces pixels, je puisse dire c'est Victor ou pas Victor. Et du coup, je déverrouille le portable. Et donc, c'est plus compliqué. Donc là c'est ce qu'on dit. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, ouais, comme il y a beaucoup de paramètres, en gros, comme un modèle machine learning simple, il a peu de paramètres, on est obligé d'empiler plein de modèles de machine learning. Exactement. Ok, très clair. Très clair. N'hésitez pas s'il y a des points qui ne sont pas clairs et tout, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. J'espère que le son est bon, donc vous n'hésitez pas à nous dire, à nous alerter si ce n'est pas le cas. Et voilà, et j'espère que ça ne va pas trop vite. Donc voilà, pareil, si ça va trop vite, vous n'hésitez pas à poser des questions. Merci aussi à ceux dans le chat qui réagissent, qui expliquent les choses, c'est très très cool. N'hésitez pas. Bon, du coup, on enchaîne du coup, sur la partie deep learning. Comment je fais? On a vu que c'était plein de modèles de machine learning les uns avec les autres. Est-ce qu'on a toujours cette dynamique de train et test, entraîner, tester? Alors, on a la même dynamique et surtout, la façon dont est entraîné le modèle de deep learning, il est entraîné de la même façon qu'un modèle de machine learning. C'est en ça que c'est la continuité. C'est-à-dire qu'en fait, un modèle de machine learning, comme vous le voyez avec la régression linéaire qu'on a à gauche, on commence avec une ligne un peu random, on regarde à quel point ça passe à travers les points et donc à quel point on peut calculer l'erreur, qui est la distance entre la ligne et les points. On incline la ligne un petit peu plus, on regarde si l'erreur diminue ou pas, jusqu'à ce que l'erreur a de diminuer. Et bien, avec le deep learning, c'est exactement la même chose, sauf qu'on fait ça plein de fois, sur plein de lignes en même temps. D'accord. Et donc, on va, par exemple, avec une photo, on va faire entrer la photo dans un réseau de neurones. Les paramètres, donc les angles de toutes les lignes, sont à la base complètement aléatoires. Ça va donner une prédiction qui n'est pas bonne. On va mesurer à quel point cette prédiction est fausse. Oui. Et ensuite, on va dire, dernier point, c'était trop haut, donc il faut baisser ce paramètre. Si tu baisses ce paramètre, ça veut dire que le point d'avant était trop bas, donc il faut remonter celui-là, etc. Et ça te permet de modifier tous tes paramètres. Et donc, tu fais ça un très grand nombre de fois. Et finalement, c'est grâce à ça que ton modèle apprend, en fait. Il mesure son erreur et il cherche à diminuer son erreur. D'accord, donc en fait, comme il y a plein de modèles empilés, il va faire un peu la même mécanique d'optimisation sur chaque petit modèle empilé. Et en fait, après, il va essayer de se débrouiller pour que le truc soit le plus optimisé. Mais en fait, c'est un peu la même mécanique globalement de dire, en fait, j'ai une sorte de distance à un moment, ce que tu disais un peu avec la règle, d'accord. Et donc, j'essaie d'ajuster le truc. On cherche à diminuer l'erreur. Après, un des sujets qui occupe beaucoup les data scientists, c'est de savoir comment est-ce que mathématiquement, tu modélises ton erreur. Il faut qu'il y ait un calcul de l'erreur qui ait un sens mathématique et qui ait aussi un sens pour ce que tu veux faire du modèle à la fin. D'accord, ouais, très clair, oui, je comprends. Donc en fait, c'est une sorte de fonction qu'on doit optimiser, qui est assez complexe, mais en fait, qui revient à cette histoire de distance, en fait, où, comme on a vu là sur l'histoire, la ligne rouge, en fait, qui est déterminée en disant, c'est une manière d'optimiser, en fait, la distance par rapport aux petites croix bleues. Parce qu'encore une fois, on veut un truc qui soit, enfin voilà, on voit intuitivement qui a envie de passer un petit peu au centre, quoi. Ok, très clair. Merci beaucoup. Alors du coup, c'est intéressant parce que là, du coup, tu as parlé de neurones un petit peu. Est-ce que tu peux détailler un tout petit peu sur, du coup, il y a beaucoup de, derrière, ça a beaucoup de signification, beaucoup de symbolique. Est-ce que tu peux nous expliquer juste un tout petit peu cette histoire un peu c'est quoi qu'on appelle un neurone là, par exemple, sur le schéma qu'on a là, et pourquoi il y a cette analogie avec le cerveau humain? Alors, donc, à la base, les gens qui ont inventé les réseaux de neurones se sont inspirés du fonctionnement du cerveau humain. Maintenant, ça n'a plus grand-chose à voir. Mais il y a des neurones et des dendrites, et les neurones peuvent
envoyer des messages. Un neurone peut envoyer des messages à d'autres neurones, et c'est grâce à ça que le cerveau humain fonctionne. D'accord. C'est l'étendue de ma compréhension du cerveau humain. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Mais donc, les neurones qu'on voit à gauche sur les modèles de réseau de neurones, c'est la même chose. C'est-à-dire que chaque réseau de neurones, en fait, il va avoir une tâche qui va être extrêmement simple. Il va fonctionner un petit peu comme la régression linéaire qu'on a vue avant, sauf que ça va renvoyer une valeur qui va être en général entre 1 et 0. Et il va sortir cette information-là et ça va servir d'input pour plusieurs autres réseaux de neurones. Et ça va lui permettre en fait de croiser énormément d'informations. Ouais, c'est un peu les espèces là sur le schéma, vous voyez. Donc, alors, le schéma simplifié en fait les espèces de petites flèches, enfin de petites lignes entre les ronds. Les ronds, c'est les neurones, c'est ce que tu appelles les neurones. Et les flèches, c'est les poids qu'on va apprendre. D'accord, donc c'est en gros donc, le rond, c'est un modèle simple et en fait, il envoie de l'info donc aux autres neurones, aux autres ronds qui sont des modèles simples aussi. Et en fait, du coup, la flèche, en gros, ça va dire est-ce que j'envoie 100% de l'information ou un peu moins. C'est ça. Bon, en fait, tu envoies de l'information avec un poids qui est plus ou moins grand. Et la question, c'est est-ce que tu veux que ton poids soit plus ou moins grand? D'accord, ok. Et donc, on démarre avec des poids qui sont aléatoires. On regarde quelle est la prédiction. On mesure l'erreur. On se dit, bah là, on s'est planté de tant de pourcents, donc du coup, on va augmenter celui-ci, diminuer celui-là, etc. On retente avec un deuxième exemple, etc. Et à chaque fois, on diminue l'erreur jusqu'à atteindre l'optimal. D'accord, et donc, donc ce que tu disais, hein, c'est qu'en fait, les gens qui ont créé ces modèles-là, ça a été créé quand, par exemple, ces trucs-là, et par qui? Alors, c'était inventé dans les années 60. Il y a eu une rupture technologique dans les années 90. Un monsieur qui s'appelle Yann Lequin qui a fait les premiers réseaux de neurones qui marchent bien sur les images, qui maintenant est à la tête de l'IA chez Facebook. D'accord. Et ça a vraiment explosé en 2012 ou 2010, quand on a commencé à utiliser des cartes graphiques pour les jeux vidéo pour entraîner les réseaux de neurones, parce que ça va beaucoup plus vite et il y a beaucoup plus de données maintenant sur Internet. Et donc, ça a vraiment explosé à partir de ce moment-là. D'accord, donc c'est intéressant. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, c'est quand même un truc qui est assez ancien. Enfin, on a l'impression que c'est hyper récent, l'IA, mais en fait, globalement, ce qu'on dit, c'est que c'est inventé dans les années 70. En tout cas, ce type de réseau. Et en fait, ce qui a fait que ça marche très bien, c'est à la fois des ordinateurs plus puissants et plus de données, concrètement. Ouais. Ok, très clair. Donc, c'est intéressant, je pense, parce que du coup, on va voir plus tard, quand on va passer sur ChatGPT, que c'est aussi globalement ce genre de facteurs qui ont fait que ChatGPT est efficace. Ok, donc voilà, donc peut-être pour terminer là-dessus, hein, donc ça ressemble un peu au cerveau humain avec du coup des neurones qui échangent les uns avec les autres, qui s'envoient des informations, mais donc ça a été l'inspiration pour faire ces modèles-là. Par contre, c'est pas parce que du coup, un modèle de deep learning, ça ressemble à un cerveau humain, c'est-à-dire parce qu'il y a des trucs qu'on peut appeler des neurones, et puis ces trucs qui s'appellent neurones échangent les uns avec les autres, qu'en fait, ça fonctionne comme un cerveau humain et que ça veut dire qu'en fait, les modèles vont réussir à être aussi intelligents que les humains. D'accord. Peut-être, hein, mais... Ouais, donc on ne sait pas trop. Non, mais du coup, c'est important de le dire parce qu'en plus, en France, on parle d'intelligence artificielle. Donc, en fait, très vite, si on se dit je parle d'intelligence artificielle et puis j'utilise des modèles qui ressemblent au fonctionnement du cerveau humain, très vite, on peut se dire ah oui, mais en fait, globalement, on va avoir des machines qui vont être plus fortes que nous. En fait, c'est pas d'actualité aujourd'hui. En tout cas, voilà, c'est de la science-fiction et c'est pas de la science. On verra. Est-ce que tu peux nous parler de choses qui ont été rendues possibles par le deep learning? Ouais, alors ça, c'est arrivé dans les années 2010. Il y a deux choses qui sont possibles maintenant et qui marchent très très bien. C'est la détection d'images, donc ce qui est la base de tout ce qui est voiture automatique. Et donc ça a été rendu possible par des réseaux de neurones et par la convolution, qui est la chose qui a été inventée par Yann Lequin. Ça n'est possible qu'avec des réseaux de neurones qui sont relativement gros. C'est-à-dire qu'on a plusieurs millions de paramètres. Donc vous avez vu quand on a fait la régression linéaire tout à l'heure, dans la régression linéaire, il y en a un. Il y a un paramètre à prendre. Là, il y en a plusieurs millions. Mais c'est des fonctions. Chaque neurone va avoir des tâches qui vont être très très spécifiques, qui vont être de dire, bah voilà, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un pixel rouge à côté d'un pixel bleu et qu'après il y a un pixel vert? Est-ce que c'est un tout petit pattern? Ce tout petit pattern comparé à d'autres petits patterns, est-ce que c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il y a un feu rouge, par exemple? Quand il y a un gros truc rouge avec un gros truc vert en dessous, est-ce que ça veut dire qu'on doit passer ou est-ce que la voiture doit s'arrêter, etc. Et donc, en combinant toutes ces petites fonctions qui trouvent des patterns qui sont extrêmement simples, on arrive à détecter des choses qui sont très précises. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à compter le nombre de vélos, à compter le nombre de voitures, etc. Et le nombre de personnes aussi. Donc, ce que tu appelles pattern, en fait, ça va être un truc un peu significatif, remarquable dans une photo. C'est ça.
D'accord, très clair. Oui, donc là, ce qu'on voit sur la détection d'image à gauche, en fait, c'est que en fait, l'algorithme, il arrive à repérer donc, qu'il y a des personnes. Enfin, en fait, il arrive à repérer qu'il y a un truc là, du coup, qui ressemble à un humain, quoi. Il arrive à dire c'est une personne, il arrive à dire que ça, c'est un bus. Enfin, donc, en fait, on arrive à détecter des images. Donc, comme tu dis, le jour où on veut avoir une voiture automatique, évidemment, tu as besoin de savoir si c'est une voiture, je fais attention. Si c'est un piéton, je fais attention. J'arrive à faire la différence entre la route et tout ça. Là, on n'a pas encore parlé de la décision, mais juste d'être conscient de l'environnement, ça, c'est un truc qui marche assez bien depuis plusieurs années. C'est comme ça que marche le pilote automatique de la Tesla. Le premier truc, c'est quelque chose qui récupère tous les flux caméra et qui va détecter tous les objets. Très clair. Très clair. Alors, et sur la traduction automatique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi? Alors, la traduction automatique, c'est pareil. Donc, il y avait des modèles qui existaient avant. Il y a un modèle qui s'appelait Moses, qui marchait avant je sais, ça devait être peut-être jusqu'en 2010 ou 2015. Et c'était assez drôle. Il y avait une blague à l'époque qui était de mettre des paroles de chansons anglaises dans le traducteur automatique pour avoir les paroles en français. Et en fait, ça matchait des bouts de phrases. Ça regardait statistiquement, est-ce que ce bout de phrase entre deux langues correspond à ce bout-là. Et donc, chaque bout avait à peu près du sens, mais mis bout à bout, souvent, ça ne voulait pas dire grand-chose. Donc, c'était bien pour traduire le menu d'un restaurant, mais tu ne peux pas traduire un livre avec. Ok, je comprends. Et donc, en fait, les réseaux de neurones, pareil, ont permis il y a eu un certain nombre d'innovations, mais ont permis de modéliser le contexte de façon plus large. C'est-à-dire qu'il y a des petites fonctions, enfin, à l'intérieur du réseau de neurones, chaque neurone va détecter un pattern qui peut être très très simple, mais qui peut être le fait que quand il y a un sujet, après il y a souvent le mot qui va suivre est un verbe, etc. Et ça va permettre de modéliser la structure de la phrase d'une façon qui est plus intelligible, et donc du coup de faire le parallèle entre le modèle dans une langue, le modèle dans une autre, et de faire le pont entre les deux. D'accord, ouais, donc ce que je comprends, c'est que les modèles de base machine learning, en fait, ils arrivent à, je sais pas, traduire peut-être un mot assez efficacement, mais par contre, dès que tu as un truc un peu plus compliqué avec du contexte comme une phrase, c'est plus galère. Et donc, en fait, en empilant ces modèles, tu arrives un peu mieux à le faire. Et donc, c'est comme ça, ok, très clair. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire de la traduction automatique. Bon, c'est intéressant parce que du coup, on se rappelle, le but, c'est aussi de parler un peu de ChatGPT. Donc, on commence à arriver un petit peu sur comment j'arrive à analyser le langage. Mais ça veut dire aussi qu'en fait, globalement, pour entraîner un modèle qui traite du langage, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paramètres aussi à prendre en compte. Sur les modèles de traduction, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais il y en a plusieurs millions. À mon avis, c'est au moins 10. D'accord, ok. Je ne sais pas exactement combien il y en a, mais... Donc, de la même manière que pour analyser des images, on a besoin de beaucoup de paramètres, on en a aussi besoin de beaucoup pour le texte. Après, 10 millions de paramètres, c'est quelque chose qui peut tourner sur votre téléphone. D'accord. Donc, c'est beaucoup de calculs, mais il n'y a pas besoin d'avoir un serveur énorme. Vous avez des choses, la chose qui détecte votre voix sur Siri, sur votre téléphone, ça tourne à l'intérieur du téléphone. D'accord. Ça n'a pas besoin d'envoyer de la voix pour détecter oui, c'est vrai. Donc, et qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de paramètres pour entraîner un modèle qui gère le texte? Tu vois, par exemple, l'image, on comprend qu'en fait, une image, c'est un truc complexe. C'est parce que le texte, c'est un truc complexe que tu as besoin de beaucoup de paramètres pour l'entraîner? Alors, le texte, c'est plutôt plus complexe que l'image, de ce terme. D'accord. En fait, on a eu la plupart des use cases de détection d'image. Bon, je ne parle pas de la génération, mais comprendre le contenu de l'image, donc faire de la classification, de la détection, de la segmentation. Il y a des modèles qui marchent bien depuis un peu moins de 10 ans. Sur le texte, c'est arrivé plus récemment, avec l'innovation dont on parlera après. En fait, l'ordinateur, il ne comprend pas le texte. D'accord. Une image, des pixels, c'est des valeurs entre 0 et 1, c'est plus facile à faire comprendre à un ordinateur. Je comprends. Donc, il faut avoir une couche entre les deux qui permet de passer d'un texte qui est intelligible pour nous à une modélisation qui a un peu de sens pour l'ordinateur. Et donc ça, il y a eu plusieurs itérations pour arriver à ça. Et ça, c'était assez compliqué. D'accord, très clair, hyper intéressant. Du coup, on va rentrer dedans. Alors, la question, c'est du coup, on va parler donc de Transformers. Alors, Transformers, évidemment, pour la petite blague, c'est le film de Michael Bay, puis les trucs là qui se transforment soit en robot, soit en voiture. Mais alors, du coup, dans le monde scientifique, les Transformers, c'est autre chose. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est les Transformers, ce que ça a apporté en fait par rapport au deep learning classique? Alors, donc c'est partie des modèles de traduction en fait. Donc, dans les modèles de traduction, il y a un problème. Donc, ça marchait déjà bien avec le Google Translate de 2012 ou 2013. Mais on s'apercevait d'un souci qui était que on avait du mal à garder en mémoire le contexte quand la phrase était très très longue. C'est-à-dire plus c'était long et plus
le réseau de neurones avait du mal à garder en mémoire ce qui s'était passé, et donc plus la qualité de la traduction baissait. Et du coup, il y a des gens qui se sont dit, mais en fait, donc c'est ce qu'on appelait des réseaux de neurones récurrents à l'époque, où ils disaient la phrase séquentiellement dans l'ordre. Et en fait, intuitivement, si tu lis une phrase et que tu veux traduire d'une langue dans une autre, les mots n'ont pas tous la même importance. D'accord. Et donc, si tu veux traduire un sujet, bah, probablement le sujet dans l'autre langue est plus important que d'autres choses. Et si tu as besoin de l'accorder, etc., les mots n'ont pas tous la même importance. Et du coup, il y a des gens qui ont créé un mécanisme qui est le mécanisme d'attention, qui en gros revient à mettre un poids sur chacun des mots pour chacune des petites fonctions. Donc, la fonction qui va être responsable de traduire le sujet, et bah, du coup, elle va les regarder, elle va mettre un poids de 1 sur le sujet de l'autre phrase et un poids de plus faible sur les autres, etc. D'accord, juste pour revenir. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que le deep learning classique, en fait, il a du mal sur des phrases un peu longues. En gros, ça va être peut-être, je sais pas, il oublie le contexte, il ne sait plus qui est le sujet. Enfin, il perd un peu cette mémoire au fur et à mesure. D'accord, très clair. Et donc, en fait, la solution qu'on a trouvée, ça va être de l'aider à mieux prioriser son travail. C'est ça? C'est ça. D'accord. Et donc, du coup, oui, vu que tu lui dis ce qui est important, il a besoin de garder moins de choses en mémoire pour faire son travail. Et donc, du coup, il arrive à généraliser concrètement. Ça veut dire que sur des phrases plus longues, il sera meilleur. Ok, très clair. Ouais, je comprends. Donc alors, juste, je reprends un tout petit peu de recul pour la partie modélisation. Donc, en fait, machine learning, on a vu, c'est je prédis le futur à partir du passé, de manière assez générale. Et ça peut être sur des trucs très, très simples comme le nombre de shampoings vendus en fonction du prix. Ça peut être des choses plus compliquées ensuite, comme les recommandations sur Amazon. Ensuite, du coup, on a le deep learning, donc apprentissage profond. C'est le truc avec les espèces de neurones qui ressemblent au cerveau humain. Et ça va nous aider à prendre un peu plus de paramètres en entrée. Donc, ça peut être des images avec plein de pixels. Ça peut être aussi des textes, parce qu'on a vu que les textes, c'est pas facile à modéliser. Donc, il y a besoin d'avoir beaucoup de paramètres pour avoir des modèles efficaces. Et donc, au sein du deep learning, dans les modèles du deep learning, il y a des modèles de deep learning particuliers qui s'appellent les transformers. C'est de cela qu'on parle. Et donc, ces modèles, en fait, ce qu'ils ont de spécifique, c'est que ils arrivent à traiter des phrases plus longues, des textes plus longs, parce qu'ils savent prioriser les éléments les plus importants. C'est ça. Très clair. Super, merci beaucoup. Donc, ouais. Et donc, le mécanisme de prioriser, c'est un mécanisme qui s'appelle le mécanisme d'attention. D'accord. Qui a été utilisé au début dans la traduction. Et un jour, en fait, il y a le paper qui a rendu possible tout ChatGPT, qui s'appelle Attention is all you need, qui a été publié par Google. Les gens se sont dit, mais si on utilisait juste le mécanisme d'attention pour tout. D'accord. Et le transformer, c'est ça. C'est une généralisation du mécanisme d'attention à tout le contenu du réseau de neurones, quasiment. D'accord. Donc, en fait avant, ce qu'il faut comprendre, c'est donc du coup, avant, donc, on avait des modèles qui n'étaient pas trop mauvais pour gérer du texte, mais sur des petits inputs de texte. Donc, c'est des petits travaux, des petites tâches. Et en fait, pour traiter les plus grosses tâches, on a dit, en fait, on va aider à prioriser le modèle. Et donc, c'est là qu'on a commencé à se dire, tiens, ce mécanisme qui s'appelle l'attention, il est efficace. Et en fait, ce qui a fait que du coup, ça a été encore plus efficace d'un point de vue technologique, c'est qu'on a dit, on ne va pas juste utiliser ponctuellement ce mécanisme d'attention, on va tourner tous nos modèles autour de ça. Exactement. Ok, très clair. Très clair. Donc ouais, attends, je trouve ça intéressant ce mécanisme d'attention dont on parle là, donc qui est très central, puisque justement, en fait, je trouve que déjà ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle l'attention dans le langage courant, puisqu'en fait, faire preuve d'attention, c'est savoir aussi prioriser un petit peu son attention par moment, savoir à quel moment il faut suivre. Donc c'est une manière de s'en rappeler. Et donc, ok, donc c'est vraiment le truc qui fait que les transformers c'est plus efficace que les autres modèles. Ouais. Ok, super. Super. Alors, du coup, on arrive un peu au cœur du truc, donc un peu sur ChatGPT. Alors, est-ce que tu peux du coup nous dire très simplement ce que c'est ChatGPT? Alors, ChatGPT, c'est un modèle qui est basé sur un modèle de transformer qui est entraîné en Next Word Prediction. Donc, c'est-à-dire que il y a plusieurs façons d'entraîner des modèles de transformers. C'est ce qu'on appelle un modèle de langue. Donc, un modèle de langue, c'est quelque chose qui modélise le langage, et concrètement, ça veut dire qu'on l'entraîne sans label. Donc, ça va pas être, on lui donne un montant en entrée, on lui donne un prix en sortie, on lui donne juste du texte, et on lui dit, essaye de prédire le mot d'après. D'accord. Et grâce à ça, il va apprendre, en fait, il va apprendre à générer du texte, donc il va être obligé de comprendre un certain nombre de mécanismes qui sont inhérents au langage. D'accord, donc en fait, en gros, plutôt que d'essayer de le biaiser, enfin pas le biaiser, mais du coup d'essayer de lui dire quoi faire, en fait, on va plutôt lui dire débrouille-toi, parce qu'on fait l'hypothèse qu'en fait, il va être plus efficace ensuite s'il s'est débrouillé dès le début pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, c'est ça, et c'est aussi le fait que à ce niveau pour entraîner des modèles avec cette quantité de données-là, il n'existe pas de données labellisées.
Alors, ouais, juste une petite parenthèse, hein, du coup, quand on parle de labellisation, hein, c'est un mot important. En fait, quand on a vu tout à l'heure la partie train test, données d'entraînement, données de test, en fait, là, typiquement sur l'exemple du shampoing, en fait, on avait du coup, on va dire des données qui disaient tel prix, on a voulu tel nombre d'unités, tel prix, telle unité. Donc, je sais pas, 1 euro, 1000 shampoings, 2 euros, 2000 shampoings, 3 euros, 3000 shampoings. Et donc là, ça veut dire qu'en fait, on sait quel est le résultat qu'on va obtenir. Quand on parle de données, donc c'est là où on parle de données labellisées, parce qu'en fait, on va pouvoir dire à l'algorithme, il faut que tu prédises du coup le nombre d'unités vendues en fonction du prix, et on sait te dire c'est quoi le bon, enfin c'est quoi en gros dans le passé les nombres d'unités qui ont été vendues en fonction des prix. Là, du coup, quand on parle de quelque chose qui n'est pas labellisé, ça veut dire qu'en fait, on va juste lui donner plein de prix de shampoing quelque part, et en fait, on va lui dire essaie de deviner le nombre de shampoings que tu as vendu associé à ça. Alors, un autre exemple qu'on pourrait prendre, c'est notamment sur la traduction. C'était entraîné sur ce qu'on appelle des corpus parallèles, donc ça ressemble à la pierre de Rosette. Il y avait une phrase en français, une phrase en anglais, une phrase en français, une phrase en anglais, et on disait à l'algorithme, traduis-nous ça. Et donc, il faut avoir des corpus où c'est parfait, pour que l'algo puisse apprendre. Et donc, avoir quelques millions de lignes, ça se fait. Quelques milliards de lignes, ça commence à être compliqué. D'accord. Et du coup, en fait, le fait de l'entraîner en language model, donc juste de lui faire prédire la phrase d'après, on n'a pas besoin d'avoir fait cet effort d'alignement entre du français et de l'anglais. Donc, tout cet effort de nettoyage de corpus, on n'en a pas vraiment besoin. Bon, on verra qu'il y a toujours besoin de nettoyer, mais notamment, un truc comme ChatGPT, il est entraîné sur des informations qui ont été récupérées sur Internet de façon automatique par des robots. C'est une partie du problème d'ailleurs. Mais on peut avoir des quantités d'informations qui sont très supérieures, vu qu'il n'y a pas besoin d'avoir une intervention humaine pour, à chaque phrase, assigner un label. Vu que le label, en fait, c'est juste le mot d'après. Il suffit d'avoir une phrase et on peut entraîner le modèle avec. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est que tout le principe de ChatGPT, en fait, c'est de dire, en gros, tu vas pas essayer de... En fait, quand on te demande quelque chose, tu vas pas essayer de prédire tout le truc d'un coup. En fait, tu vas y aller de manière un peu incrémentale. Donc là, typiquement, c'est l'exemple que j'avais mis là, en fait, c'est de dire, tu vas lui dire, écris un article sur le shampoing, et donc il va commencer à dire, du coup, j'écris puis ensuite le shampoing, parce qu'en fait, c'est logique, effectivement, de commencer un article sur le shampoing par ça. Et en fait, il va utiliser ce qu'il a commencé à écrire pour générer la suite. Donc le mot suivant, le mot suivant, le mot suivant. Et donc, ce qui fait qu'en fait, tu as moins besoin de lui avoir filé, tu as moins besoin de lui avoir filé plein de données. En fait, potentiellement, si tu voulais avoir un article sur le shampoing, tu aurais peut-être dû avoir un corpus de texte quelque part dans ton corpus de texte avec lequel tu l'entraînais, un article vraiment sur le shampoing pour qu'il puisse le faire. Si jamais, en fait, tu n'étais pas en export prediction. Mais là, vu qu'on est prédiction du prochain mot, en fait, il est beaucoup plus autonome et il peut générer des trucs beaucoup plus variés. Ok, ouais, c'est très clair. Est-ce que tu peux juste nous expliquer vite fait le côté GPT 3.5 et aussi le côté OpenAI du coup Alors, OpenAI, c'est la boîte qui fait ça. D'accord. Donc, c'est une boîte qui n'est pas open du tout. C'est une boîte américaine qui dépend plus ou moins de Microsoft, qui a commencé à faire de la recherche là-dessus. Donc, à la base, c'était une boîte ouverte. Et ils ont fait le premier modèle GPT, qui était un modèle qui arrivait à... en gros, on lui faisait lire du Shakespeare et il était capable de générer du texte qui ressemblait à peu près à du Shakespeare. C'est un modèle qui était beaucoup plus petit. Ça ressemblait à peu près à du Shakespeare, mais comme c'est écrit en vieil anglais, ça passait parce qu'on ne comprend pas tout. Ouais. Mais c'était pas, voilà, c'était rigolo, mais c'était pas parfait. Et ensuite, ils ont utilisé des modèles de plus en plus gros, sur des corpus de plus en plus vastes, et ils ont réussi à générer des phrases qui étaient de plus en plus pertinentes. D'accord. Et donc là, GPT 3.5, c'est la 3.5e version de cet algorithme-là. Ouais. D'accord. Qui a commencé par le Shakespeare, version 1, un truc comme ça. Ok. Ouais, très clair, c'est intéressant. Alors, du coup, c'est intéressant aussi parce que c'est un bon moment pour faire un mini disclaimer, un point important. Enfin, ouais. Premier point, c'est que du coup, donc là, OpenAI, c'est une boîte privée. Hein, donc, en fait, faut faire gaffe à comment on utilise ChatGPT. Ça veut dire que potentiellement, en fait, quand on ne paye pas un truc comme ça veut dire que quelque part, l'entreprise qui met ce produit, elle récupère de l'argent. Donc, on dit souvent dans la tech, quand tu ne payes pas le produit, c'est toi le produit. Ce qui veut dire que là, OpenAI, elle profite du fait que les gens l'utilisent pour récupérer de la donnée. Et OpenAI, c'est pas un truc humanitaire, hein, c'est vraiment une boîte privée qui veut faire de l'argent. Donc attention à ça, il faut faire gaffe. Notamment, voilà, nous, chez L'Oréal, en fait, c'est pas un truc qu'on utilise pour l'instant. En tout cas, on fait très attention au cas d'usage qui peut être possible parce qu'on sait justement que c'est compliqué. Il ne faut pas mettre de données confidentielles dessus. Ça veut dire aussi, vous, faites attention, faites-le avec discernement. Et voilà, sachez que du coup, derrière, en fait, c'est quand même, voilà, encore une fois, c'est pas un truc humanitaire, c'est une entreprise qui veut gagner de l'argent en vendant ce produit-là, et donc c'est un peu touchy, donc attention à ça.
Ouais, bon, désolé pour le petit disclaimer, mais c'était important, je pense, de le faire. Voilà, donc voilà, on a vu. Hein, donc, GPT, hein, je refais un petit résumé. Donc en gros, ChatGPT, c'est une sorte de, c'est un produit informatique. Hein, c'est donc cette espèce de site web de cette interface. Il utilise en back office donc GPT 3.5, puis maintenant en fait, ça va bientôt passer au GPT 4. Hein, vous avez peut-être entendu parler de ça. GPT 3, GPT 3.5 ou 4, c'est des modèles de deep learning type Transformers. Donc on a vu, c'est des modèles de deep learning un peu particuliers, donc qui ont bien les espèces de réseaux neuronaux, hein, les espèces de petits ronds qui échangent les uns avec les autres. Mais en plus, ils ont ce mécanisme d'attention qui leur permet d'être plus focus, de bien prioriser les mots de la phrase qui sont les plus pertinents. Voilà. Et donc, du coup, un deep learning, encore une fois, c'est un sous-ensemble du machine learning. C'est le sous-ensemble avec beaucoup plus de paramètres, mais tu as du machine learning avec moins de paramètres qui marche aussi très bien. Et voilà. Et du coup, le but du machine learning, encore une fois, c'est j'ai des données dans le passé et donc j'ai envie, à partir de ces données, d'apprendre un modèle informatique un modèle qui est juste une sorte de fonction qui, à partir du passé, va prédire le futur. Voilà, donc je suis désolé, hein, je suis désolé pour tous ces petits allers-retours, mais je pense que c'est important qu'on puisse être bien clair là-dessus. C'est important du coup aussi, c'est le but aussi, de vulgariser ce sujet, que ça soit plus clair pour tout le monde. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. Alors du coup, ouais, je vois qu'il y a une question sur le corpus, mais peut-être avant, pourquoi ChatGPT a eu autant de succès? Qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien en fait? Alors, ouais, si tu peux revenir à la slide précédente, donc GPT-3, donc ChatGPT, en fait, c'est une évolution d'un truc qui s'appelait GPT-3 avant, qui lui était juste entraîné en expert prediction. Pour en faire un outil de chat, donc c'est quelque chose qui va te compléter la phrase, quel que soit ce que tu mets dedans. D'accord. Un peu comme ChatGPT. La petite subtilité, et la raison pour laquelle ChatGPT a vraiment explosé, c'est que ChatGPT, donc tu peux passer à la slide suivante, ChatGPT, il est entraîné sur beaucoup de données, donc il est très performant, tout comme GPT-3, mais la subtilité, c'est qu'il y a eu de l'apprentissage par renforcement qui a été fait sur les réponses. Donc c'est-à-dire que tu prends ton modèle, il va te générer des réponses, tu lui poses une question, il va te générer 4 réponses, et manuellement, il y a un humain qui lui dit celle-ci est meilleure que celle-là. D'accord. Et à partir de ça, on refait ce qu'on a dit avant sur le machine learning, où tu mets à jour tes paramètres pour optimiser ton modèle, pour qu'il te donne des réponses qui sont meilleures pour les humains. D'accord. Et c'est à la fois, donc la modération passe en partie par là, parce que quand le modèle dit n'importe quoi, tu peux lui dire que c'est pas bien, donc il va prioriser des contenus qui sont plus pertinents. Donc ça améliore la pertinence, mais ça améliore aussi l'efficacité. C'est-à-dire que quand tu lui demandes de te générer, par exemple, un tutoriel pour aller faire je ne sais quoi sur Internet, où tu as besoin d'utiliser un logiciel, par quoi tu suggères de commencer, il va te générer 4 tutoriels, dont un qui est faux, et ben il saura que à terme, c'est pas ça qui est attendu. Et c'est grâce à ça que ChatGPT en fait est devenu aussi performant. Et ça, il n'y a pas de secret, c'est un travail qui est fait par des humains, qui est hyper fastidieux. Et donc, ils ont dépensé beaucoup de sous pour faire ça, et c'est probablement des humains qui ne sont pas bien payés. Ouais, d'accord. Ouais, il y avait un article qui est passé là, donc j'ai mis un screenshot ici sur en fait des travailleurs kényans qui, en gros, testaient quelque part ChatGPT, donc en fait qui voyaient des réponses que ChatGPT donnait et donc qui lui disaient ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça, c'est ce qui a permis, tu dis, de le rendre très efficace. Ok, très clair. Et donc ça. On voit la différence de performance entre GPT-3 et ChatGPT. Elle est liée essentiellement à ça. D'accord, ok, très clair. Ouais, c'est intéressant. Alors, du coup, juste, je prends le temps. Il y avait deux questions. La première, c'était comment l'algorithme GPT il assigne le poids aux mots, c'est-à-dire comment il leur permet de prioriser entre c'est un beau chat et voilà. L'histoire du poids aux mots, en fait, ça dépend de. C'est un paramètre qui est appris, donc c'est comme le machine learning. Il démarre avec un poids random, il regarde à quel point c'est pertinent. Mais ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mécanisme, il ne va pas lire votre phrase et vous dire il y a 10 mots, il y en a 3 qui sont importants. En fait, vous avez ce phénomène, mais qui se passe 1 million de fois en parallèle, et sur chacun de ces petites unités qui va lire la phrase, chacune dit moi, je suis intéressé par ce type de pattern, et pour ce type de pattern, ce mot-là est important. D'accord. Et ça fait ça en parallèle des millions de fois. Et il y a plusieurs milliards de paramètres dans ChatGPT, donc il y a un grand nombre de priorisations qui sont faites, mais chaque priorisation, c'est dans le contexte d'un pattern qui est très spécifique. Donc par exemple, en fait, pour le dire clairement, on va avoir peut-être un pattern qui va être repérer le sujet de la phrase. Et donc, en fait, ce pattern-là, il va dire, globalement, je vois la phrase qu'on m'envoie en input, je dis que c'est ça le sujet avec telle priorité, avec telle probabilité. Ce serait ce genre de truc. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc en gros, je sais pas, donc je vais avoir un truc qui va dire, voilà, voici ça, c'est le sujet de la phrase, et comment, en fait,
ce paramètre-là, enfin, comment cette fonction-là qui dit globalement, je pense que ça c'est le sujet de la phrase, comment elle se met d'accord avec les autres fonctions qu'on a. Donc, je sais pas, par exemple, voici, ça c'est le verbe, ça c'est tel mot, comme ça. C'est la beauté du deep learning, c'est qu'en fait, il va utiliser tous ces patterns pour essayer de générer le mot suivant. D'accord. Et il va probablement pas générer le bon mot. D'accord. Et donc, ça va lui permettre de calculer une erreur. Okay. Et ensuite, de se dire, cette erreur, on a pris cette décision parce que tel pattern a dit rouge, tel pattern a dit vert. Ouais. Donc, c'est pas la mauvaise, c'est pas la bonne. Donc, il faut modifier ce pattern de temps, etc. C'est grâce à ça, tout ce qui se passe à l'intérieur du modèle, à la base, est initialisé de façon complètement aléatoire et est appris par la lecture du texte. Ok, ouais, très clair. Donc, ça veut dire en fait que... ouais, d'accord. Les patterns, c'est pas des trucs qui sont intelligibles pour des humains. Oui, d'accord. C'est un des problèmes du deep learning, c'est que si vous ouvrez, il ne faut pas vous attendre à ce qu'à l'intérieur, il y ait sujet, verbe, complément, que le pattern, ce soit la coréférence ou le COD placé avant le... Ouais, d'accord, je comprends. C'est pas du tout intelligible. Ouais. C'est des patterns qui sont probablement très très simples, mais vu qu'il y en a des millions et que le résultat, c'est la combinaison de plusieurs dizaines de millions de patterns, du coup, on n'est pas capable de l'interpréter de façon humaine. Ok, donc je comprends. Donc en fait, donc concrètement, pour un peu le poids au mot, en fait, globalement, c'est un truc qui est assez automatique, qui est fait par l'algorithme. C'est-à-dire qu'il teste plein de trucs et puis il se corrige un peu lui-même en disant ah non, là, c'est pas le bon truc, ça, c'est pas le bon truc. Donc ça, c'est la première grosse partie qui lui permet en fait de comprendre un peu le sens et de répondre intelligemment. Et donc on a vu, il y a cette couche aussi de travail manuel par-dessus qui permet également de dire là, tu as bien répondu, là, tu n'as pas bien répondu. Alors est-ce que tu peux... Ouais, donc ça, c'était le deuxième facteur sur la slide, le deuxième facteur, le travail manuel. Tu peux nous parler du premier, du coup, sur la base de données? Alors, la base de données, elle est. Donc, c'est du texte qui est récupéré sur Internet. Elle n'est pas open source. Donc, on ne sait pas exactement. Il y a des bases de données open source. Il y en a une qui s'appelle The Pile, qui est du crawl qui a été fait sur Internet de pas mal de textes. C'est pas là-dessus que ChatGPT a été entraîné. On ne sait pas sur quoi c'était entraîné. Et donc, GPT-4 qui est sorti, ils ont publié un article en disant quelles étaient les performances du modèle, les dangers, les avantages, les inconvénients. Mais dedans, ils n'écrivent pas sur quoi ils ont entraîné le modèle. Donc, c'est des données qui sont récupérées sur Internet. Dans les données sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des trucs qui sont intéressants pour entraîner un modèle de deep learning. Il y a des trucs qui ne sont pas intéressants. Il y a des contenus qui sont violents. Il y a tout un tas de patterns. Donc, il y a un gros travail. Une grosse partie du travail d'OpenAI, c'est de récupérer de la donnée et de la nettoyer autant que possible pour avoir quelque chose qui soit pertinent pour l'entraînement du modèle. D'accord, ouais, parce que oui, pour le dire un peu de manière claire, on avait l'exemple des shampoings de tout à l'heure, du coup, on voulait prédire la quantité de shampoing vendu en fonction du prix du shampoing. Et donc, en fait, il faut que la donnée de base, ça soit, je sais pas, que des prix en euros, par exemple. Il faut pas qu'il y ait des prix en euros, des prix en dollars, des prix en centimes. Enfin, du coup, le modèle, il va pas comprendre, parce que concrètement, lui, il fait pas la différence forcément entre des modèles, des centimes, des dollars. Et puis, il va aussi falloir, par exemple, que les unités vendues, ça soit bien. Faut que ça soit bien de manière bien rationalisée. C'est-à-dire, on va pas parler de carton de shampoing vendu, on va parler peut-être de l'unité de shampoing vendu. Enfin, ok, c'est ce genre de choses qu'on va faire donc de manière beaucoup plus complexe sur beaucoup plus de textes, et donc c'est plus difficile, mais c'est ça l'idée, c'est d'avoir des données assez clean. Ok, très clair. D'accord. Et donc, ce qui est important aussi, c'est que du coup, ce qu'on voit, c'est qu'on ne sait pas vraiment sur quelle base de texte il a été entraîné. Donc, quelque part, il y a un truc un peu secret qu'on ne sait pas. Ce sur quoi il communique, c'est que en fait, l'entraînement sur cette quantité de données-là, c'est très long. Ça coûte plusieurs millions à chaque fois. Et donc, quand vous allez sur ChatGPT, ils vont vous dire que la limite temporelle. Donc, en gros, le corpus, il a été fait à un instant T. Ensuite, ils vont entraîner le modèle pendant plusieurs mois dessus. Et le modèle avec lequel vous interagissez, lui, il n'a vu que du texte qui a été écrit avant un instant T. Donc, notamment quand GPT-3 est sorti au début, ça avait été entraîné pré-Covid. D'accord. Donc, si vous lui parliez du Covid, il n'était pas capable de répondre. D'accord, très clair. Ouais, donc ça veut dire ok, donc il y a aussi une importance de la temporalité là-dedans. Ça veut dire typiquement si un livre sort demain, en fait, ChatGPT, il ne le connaîtra pas. J'ai fait un test la semaine dernière, je lui ai demandé de m'écrire un truc pour aller de répondre à une question dont la réponse est dans la doc de OpenAI. D'accord, ok. Mais vu que la doc a été mise à jour, il a répondu à côté. D'accord, ouais, très clair. Parce qu'il s'est basé sur une ancienne version. Ok, donc ouais, très clair. Donc on a vu premier facteur pour le succès, grosse base de données en fait, et en général dans ce truc-là, plus tu as de données bien clean, bien nettoyées, mieux c'est. Du travail manuel aussi, important. On pense que c'est juste de l'automatique. Il n'y a pas d'humains qui font du travail pas agréable derrière. En fait, si un peu, il y a des articles qui ont tourné sur des Kenyans qui étaient payés à faire ça, et c'était visiblement des conditions assez peu dignes.
pas très très bonne, donc pas top top. Et bon, évidemment, le troisième truc, hein, c'est l'interface très simple et épurée. En fait, c'est assez simple, il suffit d'aller sur le site. Ça, voilà, alors ça va être OpenAI, ChatGPT. Enfin, vous tapez ça sur Google, vous tombez très facilement dessus. C'est vrai que c'est très facile. En fait, ça ressemble un peu à Google. En fait, vous avez juste à taper un truc et puis le gars va vous répondre. Donc, c'est très, enfin, ça joue aussi en fait probablement au succès parce que du coup, c'est hyper facile d'y accéder. Euh, Ok, ouais, très intéressant. Je check juste s'il y a d'autres questions vite fait. Du coup, sur utiliser ChatGPT gratuitement. Alors honnêtement, moi, je crois qu'il faut juste aller sur le site, hein, et après, en termes de prix, du coup, quand tu as la version gratuite, si jamais le site a des petits problèmes parce qu'il y a trop de monde dessus qui n'a plus accès, mais globalement, tu peux quand même y accéder assez facilement avec ça. Euh, et du coup, tac, 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 je vois. J'ai une question sur comment ChatGPT réutilise le contexte de la conversation pour réutiliser les infos de la conversation sur des plus longues conversations. Donc, je comprends qu'en fait, c'est quand tu as plusieurs échanges d'abord avec lui, et ensuite, en fait, il devient un peu meilleur dans ce qu'il fait dans les échanges que tu as après. Quand tu précises, par exemple, tu lui demandes de faire quelque chose, il te répond à la question à 90%, et tu lui dis, ah, bah écoute, ça c'est pas mal, mais j'aimerais rajouter cette option en plus, et bah, clairement, il va comprendre qu'il faut copier-coller la réponse précédente en modifiant une partie du paramètre. Et donc ça, en fait, à chaque fois, donc le modèle, ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle qui est derrière, il est stateless, c'est-à-dire qu'il n'a pas de mémoire. D'accord. Donc à chaque fois que vous voulez lui poser une question, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va copier-coller ce qui s'est fait avant. D'accord. Avec un tag spécifique pour être capable de différencier une question d'une réponse. D'accord. Mais à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, ça va copier-coller ce qui est avant dans le... Et donc, une des améliorations de GPT-4 par rapport à GPT 3.5, ouais, c'est que le contexte est plus grand. Donc, du coup, il peut copier-coller une historique de conversation qui est plus long. D'accord, ouais. Donc en fait, hein, pour le dire, en fait, je l'explique avec mes mots, tu me dis si c'est ça. En fait, on a vu que c'était prédiction du prochain mot. En fait, quand on l'a entraîné sur plein de trucs, enfin, on lui a déjà posé pas mal de questions avant. En fait, ce qu'il va faire, c'est que, du coup, on a fait 4 questions-réponses avant. Ma cinquième question, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre en input, du coup, ma question, et puis il va aussi prendre tout ce qu'il y a eu comme conversation avant. Donc en gros, il a été entraîné sur plein de textes. On a vu corpus de texte énorme, bien nettoyé et tout. Ouais. Il prend en plus de ce corpus de texte sur lequel il est entraîné l'échange qu'on a vu auparavant pour donner la réponse. Okay. Et donc, ce que je pense, c'est que dans l'interface, quand vous démarrez un nouveau chat, donc quand vous posez une question au début, il ne prend pas en contexte les anciens chats. Donc c'est vraiment à l'intérieur de votre chat, il va copier-coller tout l'historique. D'accord. Et donc, par exemple, si quelqu'un, si moi je pose des questions sur un truc et quelqu'un à l'autre bout du monde pose des questions sur un autre truc, il ne va pas faire le lien entre les deux. D'accord, très clair. Et j'ai une question aussi alors du coup de Timothée là, dans le chat sur comment on s'assure de la pertinence factuelle du résultat, tu vois, avec une phrase qui peut être logique mais sans être factuellement vraie. Et bien ça, c'est l'énorme problème. En fait. C'est que, en fait, le modèle, il n'a pas de conscience de ce qui est vrai ou de ce qui n'est pas vrai. Et donc, quand vous posez des questions à ChatGPT et qui répond que c'est contre la modération, etc. Donc, il y a une partie qui est faite notamment par l'apprentissage par renforcement. Donc, quand il a généré des mauvais trucs, on lui a dit que c'était mauvais. Donc, ça évite un petit peu qu'il génère ces trucs-là. Mais surtout, il y a un deuxième modèle qui détecte un certain nombre de patterns. Donc, dès que vous posez une question et qu'il comprend que c'est violent, il comprend que c'est quelque chose d'illégal, etc., il ne va pas vous répondre. D'accord. Mais c'est un autre modèle. Par contre, si vous demandez quelque chose qui est pas de façon évidente, illégale, et que il va vous répondre. Hein. Et il va vous répondre même s'il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Il va générer la fin, il va générer la réponse la plus probable. Ouais, tu m'avais dit un truc sur en gros, est-ce que, je sais pas, JF Kennedy, donc qui est au XXe siècle, a pu boire un café avec Abraham Lincoln, donc qui est au XIXe, quoi. Et ça, du coup, en fait, tu lui poses l'action, potentiellement, il disait un truc crédible, alors qu'en fait, c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas vécu à la même époque. C'est ça. Mais notamment, il y a un test que vous pouvez faire, j'ai essayé, ça marche toujours sur GPT-4. Si vous lui dites JFK n'est pas mort, donc là, il détecte que c'est de la désinformation parce que JFK est mort, etc. Donc il va vous dire non, JFK est mort. Par contre, si vous lui dites écris-moi un poème qui raconte que JFK n'est pas mort, il va vous écrire un poème. D'accord, ok. Ouais, donc en fait, si tu le mets dans cette situation, en fait, tu mets en contexte, tu vas pouvoir lui faire des trucs, dire des conneries. C'est ça. Ok, très clair. Très clair. Alors, j'avance juste un tout petit peu parce que je voudrais qu'on aille jusqu'au bout de la presse. N'hésitez pas à continuer à poser les questions. De toute façon, on prendra le temps pour y répondre dans les quelques dernières
qui est dans les quelques derniers moments. Le futur pour ChatGPT, une nouvelle version qui vient de sortir. Enfin, voilà, on va pas passer trop de temps là-dessus, je pense que c'est pas le but, mais ouais, globalement, c'est quoi un peu le gros truc quoi, qui arrive avec ChatGPT 4, ce nouvel algorithme? Alors, le gros avantage, c'est que c'est un modèle multimodal. Donc, en gros, il n'est pas entraîné sur du texte, il est entraîné sur du texte et des images. D'accord. Et donc, avec l'ancien modèle, vous pouviez lui dire combien de plumes il y a sur une loutre, et il aurait généré une phrase qui ressemble à un commentaire animalier en disant bah, une loutre a X plumes, etc. Okay. Là, maintenant, il a vu des images de loutre, donc il sait qu'il n'y a pas de plumes sur une loutre. Donc, il va vous dire qu'il n'y a pas de plumes sur une loutre. D'accord, ouais. Donc en fait, le fait d'avoir deux textes et de l'image, oui, parce qu'en fait, potentiellement, en fait, il y a aucun texte dans le monde où on va écrire une loutre n'a pas de plume explicitement. Exactement. Tu peux pas le savoir. Mais là, par contre, s'il voit des images, il va analyser, il va dire, tiens, une loutre peut pas avoir de... Ok, très clair. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hallucination. D'accord. Et donc, il y a tout un tas de choses qui sont évidentes parce que vous vivez dans le vrai monde. Mais si vous n'aviez lu que du texte et que vous n'étiez jamais sorti de chez vous, vous ne sauriez pas forcément. Oui, tout à fait. Et du coup, il y a moins d'hallucinations maintenant. Il y a D'accord. un autre truc, c'est que le contexte est plus large. Donc, potentiellement, sur des conversations longues, ça va être mieux. Ok. Je sais que c'est meilleur sur tout un tas de tests. Personnellement, j'ai pas vu la différence pour l'instant, mais après, c'est sorti il y a quelques jours. Ça fait quelques jours, ok. Ouais, juste pour le contexte, je sais pas si tout le monde a bien le contexte, mais en fait, donc on a vu un ChatGPT, c'est basé sur le modèle initialement, enfin le truc qui a fait le plus de bruit, ChatGPT, c'était basé sur GPT, le modèle GPT 3.5, hein, encore une fois, Deep Learning Transformer, GPT 3.5. Et en fait, ils ont sorti une version ultérieure, GPT 4.0, qui est encore plus efficace. Alors, ouais, il y avait une question sur la consommation, là, tout ce qui est CO2, en fait, et empreinte carbone. C'est quand même des modèles qui sont très consommateurs, j'imagine. Ouais. Alors, on ne sait pas exactement quelle taille ils font. Ce qu'on sait, c'est que donc, quand ChatGPT est sorti, il n'y avait pas énormément de concurrents qui étaient capables de faire la même chose. Maintenant, il y a des modèles open source que vous pouvez faire tourner chez vous. Enfin, chez vous, il faut du matériel. Mais c'est plus petit que ce qu'on pensait il y a un an ou deux. D'accord. Ça reste des modèles qui sont assez gourmands. Ok. Mais la puissance nécessaire pour faire tourner ces modèles est en train de diminuer très rapidement. D'accord. Donc d'ici quelques années, ça pourra tourner sur vos ordres. D'accord, donc quand tu dis la puissance nécessaire elle réduit, c'est quoi? C'est que les modèles sont plus efficaces ou c'est que les PC sont plus puissants? Et bah, il y a les deux, mais typiquement, il y a un modèle qui a été publié par Facebook qui s'appelle Llama. D'accord. Et qui était fine-tuné en renforcement par Stanford pour je ne sais plus combien, mais c'était moins de 1000 $. Donc par rapport au coût d'entraînement d'un chat GPT, c'est très faible. On est plutôt sur plusieurs millions. Ça a des perfs à peu près équivalentes à GPT 3.5. Et ça tourne sur un PC comme vous pouvez avoir au boulot. D'accord, ouais, très clair. Oui, parce que quand on parle de tourner sur un PC, hein, là aujourd'hui, quand vous utilisez ChatGPT, vous l'utilisez sur votre PC, mais en fait, derrière, en fait, vous accédez à un truc qui est hébergé dans le cloud sur potentiellement une machine très très puissante. Enfin, en fait, ça, on ne sait pas, hein, c'est l'interface du navigateur. Là, en gros, vous pourriez l'installer sur votre ordi et ça tournerait même si tu n'as pas une machine de guerre, quoi. C'est ça. Ouais, très cool. C'est lent, mais on est. Ça va arriver, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, sur l'entraînement, là, donc, lui faire lire tout le texte pour l'entraîner à partir de zéro, oui. Là, ça consomme énormément d'énergie. C'est très très long. Ça dure plusieurs mois et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas une update de ChatGPT toutes les semaines. D'accord, très clair. Il y a un modèle et ils vous disent clairement ce modèle a été entraîné jusqu'à janvier 2022. Ça veut dire que depuis janvier 2022, le modèle s'est entraîné. Et donc, ça veut dire que si jamais on a un texte postérieur à janvier 2022, potentiellement, il n'est pas dedans. Ouais, ce qu'on a vu. Alors, on a dernière minute, du coup, on va essayer de prendre quelques questions ensuite, hein, mais du coup, dernière minute, sur un peu les perspectives sur toute l'IA générative. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot rapide? Oui, c'est en pleine expansion. Hein. Il y a un truc qui s'appelle Midjourney, je vous invite à aller voir, qui est encore mieux que le truc d'OpenAI, qui permet de générer, donc d'écrire du texte et ça vous génère des images, qui est vraiment bluffant. Il commence à y avoir du texte ou vidéo, c'est un petit peu saccadé encore, mais ça va arriver. Les textes ou musique, il y a un autre truc que Sandro qui est sorti, il y a un modèle Google qui est sorti cette semaine, qui apparemment est bluffant aussi. Ouais, sachant que alors texte ou musique, hein, c'est ce que tu m'avais dit l'autre fois, en fait, ça fait longtemps que par exemple sur YouTube, par moment, vous avez des musiques d'attente qui sont automatiquement générées par de l'IA. En fait, pour de la musique d'ascenseur, on sait faire ça depuis longtemps. Ok. Quand il commence à y avoir des voix, ça commence à être plus compliqué. D'accord, ouais, c'est d'accord. Ouais. Midjourney, Midjourney, enfin la moitié de la journée en anglais. C'est vrai que si vous testez, vous allez voir, vous pouvez aller tester assez facilement, c'est assez intéressant. Il y a aussi DALL-E, DA2L-E. Alors là, quel truc de OpenAI.
c'est vrai qu'on voit en fait que dès qu'il y a des textes ou des choses comme ça, il a un peu de mal à générer ça automatiquement sur les images. Jusqu'ici, ils n'arrivaient pas à générer des mains. C'est assez drôle, vous pouvez trouver ça sur Internet. Ils vous génèrent des portraits qui sont incroyables, mais à chaque fois, c'est des mains avec 4 doigts ou c'est des mains avec 6 doigts qui sont complètement déformées alors que tout le reste est nickel. Alors, on arrive à la fin du truc. On va faire peut-être une dernière question pour toi, Benjamin. Mais du coup, oui, vous aurez accès au replay. Enfin voilà, je vais essayer de vous donner accès sans problème au truc, il n'y a pas de souci. J'ai mis le lien de ma newsletter quelque part. Je m'assurais de faire un petit récap là-dessus aussi, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Une dernière question du coup pour toi, Benjamin, avant de terminer, parce qu'il est 14 heures. On parle ouais, j'ai des questions sur un peu serveur quantique, processeur quantique. Est-ce que l'informatique quantique, ça peut changer des choses à ça? Euh, c'est une bonne question. Ça, je sais pas. Je sais que ça peut changer potentiellement la quantité de calcul énormément. Donc, ça nous permettrait d'entraîner des modèles beaucoup plus gros. Comment ça se traduirait dans l'utilisation de tous les jours, ça, je ne sais pas. D'accord, très clair. Bah, super, merci beaucoup à tous pour votre attention. Désolé pour les petits problèmes techniques, hein. J'espère que vous avez quand même pu assister au cœur du truc sur ChatGPT. Encore une fois, il y aura un replay. Enfin, voilà, vous aurez accès à ça. C'est important que vous puissiez aussi le regarder à tête reposée. Merci en tout cas à tous, hein, d'avoir été présents. C'est l'heure du déj, donc voilà, c'est pas forcément un moment où on a envie de parler de trucs de boulot, donc c'est très cool d'être venu. Voilà, et du coup, n'hésitez pas à nous contacter par LinkedIn à côté pour si vous avez d'autres questions dessus, on essaiera d'y répondre. Et puis du coup, ouais, on vous souhaite une bonne journée, hein, et merci encore à tous. Merci à tous pour votre temps et pour avoir été présents.